Bien, bonjour, je suis bien content de vous retrouver. Alors bon, avec les problèmes de contraintes horaires, je suis pas sûr du tout qu'on aura la possibilité de récupérer ce que je n'ai pas pu vous dire. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je réorganise un peu la conception de la présentation d'ensemble. Donc j'ai laissé tomber quelques ornements, quelques fioritures. Je trouve que c'est bien, moi, les fioritures et les ornements, mais il y a des moments où il faut faire un peu efficace. Vous vous souvenez donc que la dernière fois, j'avais commencé à introduire toutes les questions sur lesquelles, qui sont les grandes questions en débat actuellement concernant notre outil, et en particulier l'utilisation de l'outil psychanalytique pour ce qui concerne les recherches en clinique. Alors, je ne vais pas revenir dessus, je pense que ça a été enregistré, que c'est mis en mémoire. Bonjour. Je vous ai fait des places. Si vous ne voulez pas la place pylône, vous avez droit à une place au soleil, près des radiateurs. Je veux pas le soleil alors. Voilà, donc du coup, ce que je vous proposais pour aujourd'hui, c'était qu'on se penche sur une question quand même qui est une question de méthodologie fondamentale. C'est-à-dire, d'accord, on va utiliser l'outil de la métapsychologie psychanalytique avec toutes les questions que j'avais pu soulever concernant les précautions, l'évolution de cet outil, mais il y a peut-être un préalable. Le préalable, c'est à quel compte est-ce qu'on a le droit d'utiliser cet outil pour essayer de penser les problématiques cliniques auxquelles on est confronté. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des conditions qui font que l'outil est utilisable ou que l'outil n'est pas utilisable? Je m'explique, j'ai vu un certain nombre de fois, je sais pas moi, je pense à un groupe conte pour enfants, conduit par des éducatrices, où l'essentiel de l'action des éducatrices, c'était d'essayer de faire tenir les enfants en place. Si c'était un enfant psychotique, s'il glissait, il fallait qu'il se redresse. Ça produisait un matériel clinique qui, à mon avis, était totalement inutilisable d'un point de vue psychanalytique. Et là, par exemple, donc, ça fait émerger quelque chose, c'est que le matériel clinique sous contrainte, alors sous contrainte externe, c'est les contraintes internes, il y en a toujours, mais le matériel clinique sous contrainte externe est un matériel clinique dont on ne sait pas ce qu'il mesure. On ne sait pas s'il mesure quelque chose qui serait ce que le sujet aurait souhaité engager ou souhaiterait engager. Et on ne sait pas non plus si on ne mesure pas, on ne mesure rien d'autre que la réaction du sujet à une situation de contrainte. Alors, ce n'est pas un matériel inintéressant, la réaction du sujet à une situation de contrainte, sauf qu'il ne faut pas faire autre chose que ce qu'on fait, autre chose que ce que c'est. Ce qui veut dire quand même qu'il y a des préalables au niveau de la méthode. Alors, le premier préalable, celui qui est implicite à tout ce que je viens de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un degré de liberté suffisante de parole. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Ça paraît être très, très... comme ça, un peu grossier de le dire et de le rappeler, mais croyez-moi, c'est une vraie question. Qu'est la question de la liberté de dire. Alors, cette question, elle est... Imaginons qu'on fasse un entretien dans un monde psychiatrique et que le patient sache plus ou moins confusément ou soit en position de pouvoir imaginer que selon ce qu'il va dire, sa permission va lui être acceptée ou pas acceptée. Pour moi, ça c'est pas, on n'est pas dans une condition de liberté suffisante. Donc, liberté de dire, ce qui veut dire aussi liberté de se taire, bien sûr. Et puis il y a un deuxième élément qui est quand même tout à fait essentiel aussi, et qui est absolument corrélatif, et qui fait que très souvent il faut pas mal de temps avant d'avoir un matériel clinique véritablement significatif. C'est qu'il faut que nous ayons pu mettre sur pied une situation de sécurité suffisante.
C'est-à-dire que la liberté va avec la sécurité. S'il n'y a pas une sécurité suffisante, oui, je sens que alors, allez-y. C'est possible. Non, je pense au groupe de parole dans une institution, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il peut y avoir un degré de liberté, groupe de parole pour les... Alors, vous avez prononcé le mot magique. C'est degré de liberté. C'est-à-dire l'opposition libre, pas libre est une opposition intenable. On n'est jamais libre, il y a toujours des contraintes qui pèsent, mais qu'il faut qu'il y ait un degré de liberté suffisant. Alors un degré de liberté suffisant, pourquoi? Pour qu'il y ait une associativité qui soit le fait du sujet, et pas simplement la réaction du sujet à une situation de contrainte. Bon, matériel obtenu sous torture, mais pas un matériel cliniquement utilisable. Ce qui veut dire qu'il y a quand même, et ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler, et qu'il faut que vous ne perdiez jamais de vue dans toutes vos cliniques, votre construction de matériel, c'est qu'il y a une règle fondamentale, et que cette règle fondamentale conditionne la possibilité d'utiliser le matériel que nous avons, de le construire comme un matériel clinique utilisable. Cette règle fondamentale, c'est la méthode fondamentale de la clinique, vraiment celle qui fait la grande différence avec toutes les techniques cognitivo-comportementales, etc. Où il n'y a rien d'équivalent, c'est la règle de l'association libre. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, et que c'est un fondement. Alors ça va intervenir sur votre prise de notes, ça va intervenir sur votre manière d'entendre les successions de thématiques évoquées pendant la rencontre. C'est que la logique clinique, c'est la logique de l'écoute de l'associativité. Alors on verra tout à l'heure que c'est pas simplement la règle fondamentale de la méthode. On verra que cette règle fondamentale, elle est fondée sur toute une théorie du fonctionnement même de la vie psychique. Mais on verra aussi que ça débouche sur la règle qui est la règle la plus fondamentale, c'est-à-dire que c'est la règle de notre écoute. Nous avons à écouter les associations de nos patients avec l'hypothèse qui, elle, est une hypothèse fondatrice, c'est que ce qui s'associe possède nécessairement un lien. C'est ça le postulat de base, si vous voulez. Après, on sait bien quand on formule une règle, elle est respectée plus ou moins, c'est plus ou moins possible, mais par contre, la règle qui nous contraint, nous, c'est que nous sommes, nous, contraints par l'idée que quand nous écoutons une chaîne associative de patients, si deux choses sont associées ensemble, l'hypothèse inévitable que nous avons à faire, c'est que les choses sont liées. Alors si le lien est manifeste, sont liés d'une certaine manière. Si le lien est manifeste, évident, logique, on ne se pose pas trop de questions. On a parfois tort, mais on ne se pose pas trop de questions. Là où on se pose des questions, c'est lorsqu'il y a ce qui se présente comme des coqs à l'âne, comme des surprises, des bifurcations associatives, des choses qui semblent, où on ne voit pas immédiatement comment on passe d'une idée à une autre, d'une formulation à une autre. Voilà, donc ça va nous occuper aujourd'hui, si vous voulez, une réflexion, mais un peu à fond sur cette méthode. Et vous allez voir que derrière cette réflexion un peu à fond sur la méthode, c'est tout le fond de la théorisation psychanalytique qui est engagé. Alors, premier énoncé que je vous propose, c'est s'il existe une règle formulable de l'association libre, c'est parce qu'il y a une théorie du fonctionnement psychique associatif chez Freud. Et c'est ça qui la fonde. Donc autrement dit, l'associativité déborde très 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 largement la rencontre clinique. Parce que notre fonctionnement psychique est associatif. Alors, si on regarde un peu comme ça, quelques jalons historiques, hein, comme ça, ça fait savant, on est en troisième cycle, ou en deuxième cycle approfondi, donc on peut faire un peu savant. 1891,
la théorie que Freud propose de ce que c'est qu'une représentation psychique, si j'ai un bout de craie, ouais, j'ai un bout de craie. 1891, c'est l'étude sur les aphasies de Freud. Et c'est le premier moment où Freud introduit ce concept qui va devenir un concept fondamental de la clinique, c'est le concept de représentation. Et il fait un petit schéma, vous trouvez ça dans les études sur les aphasies, il fait un petit schéma pour expliquer ce que c'est qu'une représentation. Et alors la surprise, alors il fait un truc comme ça, hein, deux ronds reliés par deux barres. Je fais de mémoire, hein, il est peut-être approximatif. Il dit ça, c'est une représentation de mots. La représentation de mots, alors vous voyez, c'est un ensemble d'éléments associés entre eux. Ça, c'est le mot, la trace en nous du mot entendu. Ça, c'est la trace en nous du mot prononcé. Ça, c'est la trace en nous du mot lu. Et ça, c'est la trace en nous, donc il ne doit pas y en avoir de plus, la trace en nous du mot écrit, de l'écriture du mot. Donc, notre représentation d'un mot, c'est un mot entendu, un mot prononcé, un mot lu et un mot écrit. Et il dit, c'est un ensemble fermé. Alors, on pourrait complexifier, hein, parce qu'il est bien évident que selon la manière dont il est prononcé, le mot va changer de valeur. Selon la place qu'il occupe à l'intérieur de la phrase, il va changer aussi. Donc on peut un peu complexifier. Ça va être complexifié petit à petit par Freud, puisqu'il va passer de l'idée des représentations de mots à l'idée de ce qu'il appelle un appareil de langage. Il dit même un appareil à langage. Mais ça viendra un peu plus tard. Il ne l'a pas en 91, ça va venir à partir des années 95, 1900. À côté, il y a ce qu'il appelle la représentation de choses. Et la représentation de choses, c'est pareil. C'est un ensemble d'éléments associés. Alors, de la même manière qu'il a mis le mot entendu au centre, hein, de cette connexion, il y a la chose vue, et vous avez là un couple chez Freud qui est vraiment un couple tout à fait important, fondamental, c'est le vu et l'entendu. Très très souvent, vous avez ce couplage chez lui, le vu et l'entendu. Il a très peu, là il va falloir attendre Ranzieux ou quelques formulations plus tardives chez Freud, pour voir apparaître le senti. Les deux systèmes perceptifs dominants, c'est l'entendu et le vu d'abord. Le senti ne viendra que petit à petit, à partir de 1920, très progressivement, et jamais autant que le statut qu'on a pu lui donner dans l'après Freud. Alors, ça c'est la chose vue, mais la chose vue, c'est aussi la chose touchée, le tactile. C'est aussi la forme de la chose, c'est la forme telle que nous pouvons l'appréhender dans son volume. Hein. C'est toute une série de caractéristiques qui sont des caractéristiques perceptives de la chose. Et notre représentation de la chose, par exemple, ma représentation de ma mère, c'est bien sûr l'entendu de ma mère, sa voix. Donc c'est une connexion quand même qui existe aussi. Hein. En chimie, on dirait qu'il y a une double valence ici, il y a un double lien, hein. Ça va dans les deux sens. Mais donc c'est le tactile de ma mère, la peau de ma mère, le toucher de ma mère, la forme générale de ma mère, c'est la voix de ma mère, c'est le mouvement de ma mère, la sensorimotricité de ma mère. C'est tous ces éléments-là qui donnent la représentation de ma mère. Et puis, ce que dit Freud, c'est que cette représentation, elle est ouverte. Mettez-vous là pour ne pas avoir le bouton. Et vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Si
si vous voulez bien voir, vous avez une très belle place à côté de Déborah là-bas. Mais vous ne pourrez pas écrire. Ah, ça, il faut choisir. Voilà, donc, alors, ça c'est très très intéressant, cette idée que la représentation de choses, elle n'est pas fermée, mais qu'elle est ouverte. Ça veut dire qu'elle est générative. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je progresse dans la compréhension de ma mère, ma représentation de choses de ma mère va se développer. Je suis un bébé, la représentation des cavités de ma mère, c'est la bouche de ma mère parce que j'ai pu y mettre le doigt. Puis j'ai essayé de mettre le doigt dans l'œil et j'ai vu que ce n'était pas une cavité. Ou qu'en tout cas, elle n'avait pas l'air d'aimer beaucoup. Donc bon. Et puis progressivement, quand je commence à me poser des questions concernant la différence des sexes et les différentes cavités de ma mère, donc j'ai découvert qu'il y avait peut-être un anus de ma mère, il y a peut-être un vagin de ma mère, il y a peut-être... et ça va ouvrir sur le sexuel de ma mère. Et le sexuel de ma mère, je vais l'explorer éventuellement beaucoup plus tard. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est ouverte. Et qu'elle est non seulement ouverte, mais qu'elle a des côtés comme ça génératifs. Hein. Et puis il y a un moment donné où la représentation de choses de ma mère va ouvrir sur une autre représentation de choses, qui elle aussi va être ouverte, etc. Et qui est la représentation de choses de mon père. Et d'une certaine manière, il y a un moment où le sexuel de ma mère va s'ouvrir sur la question de la représentation de choses de mon père. À ce moment-là, j'aurai une espèce de représentation d'engendrement par le sexuel de mon être. D'accord ? Donc, alors tous ces développements que je viens de faire là, ce n'est pas directement formulé par Freud, sauf que c'est implicitement contenu dans son schéma. Alors ça, c'est très intéressant quand même, c'est-à-dire, vous voyez bien que quand on oppose la perception à la représentation, on est dans une opposition qui est absolument non fondée, puisque la représentation, c'est un ensemble de percepts associés. On peut dire qu'il faudrait dire représentation perceptive, plus que perception. Je signale au passage que c'est complètement confirmé par tous les travaux des neurosciences. Si les neuroscientifiques entendaient parfois les psychologues dire il est dans la perception et il ne veut pas être dans la représentation, ils se marreraient. Et ils auraient bien raison, parce que la perception, c'est un système hautement organisé, et que ça marche suivant ce modèle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on perçoit un objet, mettons mon thermos, je prends la couleur du thermos, je la fais traiter par un coin de mon cerveau, je prends la forme du thermos, elle est traitée par un autre coin de mon cerveau, je prends la distance par rapport au thermos, elle est traitée. Le concept de thermos, il me vient de mes aires corticales, et je relie tout ça ensemble, et je fais des petits traits comme ça. C'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle une carte, dans le vocabulaire des neurosciences, je fais une carte de l'objet. Et ma perception interne de l'objet, elle a été transformée par mes systèmes perceptifs en une représentation perceptive. Et mon commerce interne, c'est avec cette représentation perceptive. Mais on ne peut bien percevoir que ce qu'on a aussi préorganisé sur un mode cortical, c'est-à-dire si on a un préconcept de la chose. Ce qui fait qu'il y a des tas d'inventions qui étaient potentiellement possibles. Mettons, sous Léonard de Vinci, c'était un type... il avait rendu possible de penser un avion, Léonard de Vinci. Sauf que l'avion n'était absolument pas possible, parce qu'on avait la représentation potentielle possible, mais on n'avait pas tout un ensemble de concepts qui faisaient que ça devenait jouable, en quelque sorte. Bon. Et donc nos perceptions sont organisées par nos préconceptions, c'est-à-dire sont organisées par un système cortical. Donc autrement dit, nous ne percevons d'une certaine manière que ce que nous sommes en position de concevoir. Alors là, je vous renvoie, si vous avez envie de vous amuser là-dessus, je vous renvoie à deux très beaux livres. Il y en a un vraiment qui est une Bible, je pense que tous les psychologues devraient le lire. C'est un bouquin de Francesco Varela.
Alors Varela a été professeur au Collège de France, c'est un Chilien qui est décédé maintenant, mais qui a écrit un livre, alors il en a écrit plusieurs. Son discours au Collège de France, ça s'appelle « Connaître les sciences cognitives ». Ça peut vous amuser si vous voulez dire ça, mais celui qu'il faut lire, c'est l'inscription corporelle de l'esprit, dans lequel Varela essaye de penser comment notre vie psychique est en lien extrêmement précis avec notre fonctionnement cérébral. Eh bien, dans l'inscription corporelle de l'esprit, vous avez 80 pages magnifiques, un peu compliquées, pas très marrantes, mais magnifiques au niveau conceptuel, sur comment nous organisons notre perception. Donc, autrement dit, tous ces discours qu'on peut entendre concernant par exemple, les patients psychosomatiques, qui auraient de la perception, qui n'auraient pas de représentation, etc., c'est de la roupie de Sansonnette, c'est du mal-dit théorique, parce que, mais par contre, ça a de sérieux enjeux cliniques, parce que si vous commencez à entendre les repères que les patients nous donnent concernant leur perception de leur pathologie psychosomatique, si vous commencez à les entendre comme des représentations d'un type particulier, mais des représentations, vous n'avez plus après tendance à partir sur l'idée que le symptôme psychosomatique est bête, qui ne signifie rien, etc. Parce qu'il est bête et il ne signifie rien, découle immanquablement de l'idée que c'est rien d'autre qu'une perception. Donc je suis dans une position passive. Or, c'est pas du tout, on n'est jamais dans cette position-là par rapport à notre écoute du sujet humain. Le sujet humain, à partir du moment où il tente d'exprimer quelque chose, il représente, il tente de représenter quelque chose d'un état interne, d'un passé, présent. Pourquoi vous dites que c'est un système fermé du côté du langage? C'est pas moi qui le dis, c'est Freud. Hein. Oui. Là, j'ai dit ce que disait Freud. Il dit que c'est fermé, et j'ai continué en disant, mais on le réouvre, et ça va se réouvrir avec l'idée de l'appareil à langage. C'est l'appareil à langage, c'est un appareil narratif, c'est un appareil d'une très grande complexité. On en parlera du transfert des représentations de choses dans l'appareil à langage, mais pas dans les représentations de mots, sauf que dans les années 1891, 1895, même 1900, Freud utilise l'idée de la représentation de choses. C'est-à-dire comme si ce qui nous importait, c'était la représentation de mots. Comme si ce qui nous importait, c'était la représentation de mots. Or, notre appareil à langage, c'est infiniment plus complexe que la représentation de mots. C'est en partie là-dessus que Lacan a proposé toute une série d'avancées assez fécondes et révolutionnaires concernant notre rapport au langage. Mais c'était aussi que c'était indigent, l'idée qu'on avait, qu'on avait une chose, on avait un mot. Quoi. Enfin, on utilisait la chose, on utilisait le mot. On était dans des systèmes qui étaient très peu génératifs. Alors, avec toute la théorie du signifiant et des chaînes signifiantes chez Lacan, on a déjà repris de la générativité. Et puis maintenant, avec les théories actuelles de la narrativité, alors là, ça décolle. Parce que, et puis alors après, on a tout ce qui va concerner la complexité de l'appareil de langage. Parce que réduire le langage à des mots, c'est oublier la stylistique. N'est-ce pas, Fabienne? C'est oublier la pragmatique de l'énonciation. C'est oublier la prosodie, c'est oublier le timbre, le grain de la voix, c'est oublier que le langage, il est corps de tous les côtés. Supprimez le corps du langage, faites parler les machines, vous allez voir. Quand ce n'est pas des voix enregistrées. Quand c'est des voix enregistrées, on retrouve le corps de celui qui l'a enregistré. Mais quand c'est des voix machiniques, ça a perdu tout son... comment il dit, la chair du signifiant, hein, ça a perdu sa chair. Donc, le passage à l'appareil de langage, c'est une vraie mutation épistémologique. Et si on en reste aux représentations de choses, on écrase l'extraordinaire complexité de la communication humaine et de la rencontre humaine derrière une espèce d'échange d'informations, quoi. Alors, il vaut mieux les mots parce que c'est un peu moins ambigu que les choses. Bon. Ouais, d'accord. Enfin, une fois qu'on a raconté ça, on peut éventuellement travailler avec un DSM-4 révisé. On ne travaillera sûrement pas avec un sujet humain vivant. Parce que le sujet humain vivant, il habite ce qu'il dit,
il structure sa phrase d'une certaine manière, il la prononce d'une certaine manière, il y est présent ou pas présent d'une certaine manière, et ça c'est l'appareil à langage comme appareil d'expression de soi. Alors j'en profite pour dire ici rapidement que donc la mutation va être de passer de la représentation de mots à un appareil de langage, mais ça va être aussi de passer de la représentation de choses à ce que Freud va appeler en 1913 le langage du rêve. Et on voit apparaître quelque chose qui est plus simplement des espèces d'objets représentants un peu fétichisés, mais l'idée de l'organisation d'appareils de langage. Voilà, mais donc vous voyez que d'emblée, Freud, et alors c'est aussi pour ça, quand il écrit en 1891 son étude sur les aphasies, Freud est un neurologue. Son étude sur les aphasies, il la rédige à partir de ses travaux de neurologue. Il travaille sur l'aphasie de Wernicke, de Broca, c'est d'ailleurs des travaux qui font encore autorité en la matière, c'était très très bon. Et puis ce qu'il analyse, c'est les rapports entre les atteintes corporelles et les atteintes du processus de symbolisation. Et l'étude sur les aphasies, c'est une première réflexion de Freud sur l'appareil de symbolisation. Alors 1891, vous savez qu'en 1895, c'est toujours le Freud neurologue, mais il a déjà beaucoup plus basculé du côté de la psychanalyse. Freud s'engage dans la rédaction d'une esquisse de psychologie à l'usage des neurologues, qui a été aussi traduit sous le nom de esquisse d'une psychologie scientifique qu'on trouve dans les manuscrits de lettres à Fliss, 1895. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est une théorie du moi. Alors, non plus simplement de la représentation comme un ensemble associé, mais du moi comme un complexe de représentation associée. Et si vous voyez les petits schémas il fait des petits schémas qui relient tous les éléments du moi ensemble, qui forment des conglomérats de représentation, qui forment ce qui vont devenir des complexes représentatifs. Le terme de complexe va être repris ensuite dans les années 1909 par Jung, mais on le voit apparaître d'emblée dans la théorie du moi de Freud. Donc le moi a un fonctionnement associatif. Alors, vous comprenez que ce n'est pas du tout un hasard si Freud va s'emparer de cette anecdote qu'il a lue quand il était adolescent dans un ouvrage d'un romantique allemand qui s'appelle Ludwig Born, qui est un des théoriciens du romantisme allemand. Et Ludwig Born écrit en 1920 un ouvrage qui s'intitule « Comment devenir un écrivain original en 3 jours ». La méthode de Ludwig Born, qu'il a piqué d'ailleurs à toute une tradition qu'on a vu fonctionner dans la franc-maçonnerie et qui a eu, pour la petite histoire, qui a eu de beaux jours à Lyon. La colline de la Croix-Rousse est un des hauts lieux de la préhistoire de la psychanalyse, avec la clinique du Chevalier de Barbérin et d'Ampierre, qui sont les chevaliers. Alors ils ont leurs hypnotiseurs à l'époque, alors qu'ils s'appellent les somnambules. Ils ont leurs somnambules, et les somnambules, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils associent librement, et dans les associations, ils sont visités par Dieu. Donc leurs associations comportent autant de messages à tous les gens qui sont assemblés là pour savoir s'ils sont dans les bonnes grâces de Dieu, dans les mauvaises grâces de Dieu, etc. Et puis il y en a une autre qui s'appelle Georgette Rochette. Alors la première s'appelle L'agent inconnu. Georgette Rochette, rien à voir avec notre Rochette ici. Georgette Rochette, elle est capable de raconter des rêves sous état somnambulique. Et après, il y a donc tout un travail d'interprétation des rêves. 1794, colline de la Croix-Rousse. Quand vous regardez la colline de la Croix-Rousse, pensez que ça vient de là, l'interprétation des rêves, à partir de problématiques hypnotiques, commence à émerger. Alors, donc ça circule parce que Dampierre et Barbérin sont des francs-maçons. Ça circule par tous les circuits de franc-maçonnerie et les grands lieux de la franc-maçonnerie, les lieux de bascule en direction du romantisme allemand, c'est Strasbourg, Mozart, tout ça,
c'est tout dans ces titres-là. Mais, comment il s'appelle, pas Heidegger, un ancien, Kierkegaard, des gens comme ça, ont aussi baigné dans ce monde de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, au plan intellectuel, au XIXe siècle, c'est quelque chose de tout à fait important comme mode de circulation en Europe des informations. Donc, Ludwig Born, c'est un des pères du romantisme allemand, écrit Comment devenir un écrivain original en 3 jours. La méthode qu'il propose, c'est la méthode de l'association libre. Freud, adolescent, lit ça, et ça lui revient. Mais ça lui revient parce qu'il est en train de peaufiner une théorie du fonctionnement mental associatif. Et bien sûr, ensuite, pour la petite histoire, les surréalistes vont piquer à Freud la méthode associative en ayant complètement oublié qu'elle venait elle-même de la littérature. Et Breton, etc., les Cadavrowski, tout ça, c'est toute la méthode de Freud de l'associativité qui est repris, mais comme méthode de créativité. Ce qui d'emblée doit nous faire réfléchir sur le fait que le potentiel créatif d'un fonctionnement psychique est lié à sa liberté associative. Et c'est la capacité de lier, de relier associativement les choses, de se laisser être en contact avec ce qu'on relie et ce qu'on lit ensemble, qui est à l'origine de notre potentialité créative. Alors, en 1894, je reviens un tout petit peu en arrière, dans un chapitre des études sur l'hystérie qui s'appelle Psychothérapie de l'hystérie, qui est formidable parce qu'on voit Freud en train de commencer à travailler. On voit comment il travaille avec ses premières patientes. Et on s'aperçoit que la manière dont Freud travaille avec ses premières patientes, c'est que véritablement, il énonce, d'ailleurs il le formule en disant on doit attendre de l'hystérie. Alors, donc, vous savez que l'hystérie, au XIXe siècle, elle est décrite comme associative. Quand vous savez les manuels de psychiatrie du XIXe, on dit que l'hystérie est associative, ce qui veut dire à l'époque qu'elle fait des coqs à l'âne. Mais Freud lui arrive en disant non, on doit attendre de l'hystérie des associations cohérentes. Il y a une logique de l'associativité. Alors là, ça c'est quand même tout à fait fondamental, parce que ça veut dire que l'hystérie a ses logiques que la logique ne connaît pas, mais ce n'est pas du n'importe quoi, c'est une autre logique. Et l'écoute de Freud, c'est à l'écoute de cette autre logique. Et on verra à ce moment-là que cette autre logique, elle passe. Alors si vous voulez, là je peux vous passer des textes que j'ai fait là-dessus, où j'ai fait des relevés très 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 minutieux et très précis de tous ces jalons chez Freud. On s'aperçoit que l'associativité pour Freud, c'est pas une associativité verbale, c'est une associativité polymorphique. C'est-à-dire qu'il écoute un fragment de langage verbal, mais il écoute un symptôme hystérique, il écoute un mouvement de la patiente, et il écoute dans une polymorphie des modalités d'expression du sujet. Ce qui fait dire d'ailleurs que vraisemblablement il a une théorisation implicite du langage à ce moment-là, qui est l'idée qu'on est traversé par 3 langages. On est traversé par un langage verbal, l'appareil de langage, on est traversé par un langage des représentations de choses, le langage du rêve, puis on est vraisemblablement traversé aussi par un 3e langage, qui est le langage de l'affect. Et ça, on en parlait vendredi à la Florence, c'est quelque chose qui sont, à mon avis, à fleur de texte chez Freud. Il suffit d'avoir l'idée pour le lire, en quelque sorte. Si on n'a pas l'idée, éventuellement on peut ne pas le lire, mais dès qu'on a l'idée, qu'on lit Freud, on dit mais oui, manifestement, tout ce qu'il dit trouve sa cohérence dans l'idée que nous sommes traversés. Or, ces 3 langages, c'est les 3 formes de représentants de la pulsion. Donc autrement dit, la pulsion est messagère, la pulsion est langagière, ce que Lacan avait souligné avec l'idée de la pulsion évocante et invocante, c'est-à-dire de la vocation en quelque sorte de la pulsion. Et la vocation de la pulsion, c'est d'adresser des messages sur le désir à un autre sujet, de recevoir
de l'autre sujet, les messages complémentaires sur le désir. Donc, quand on fait le bilan de ce premier parcours, on a une idée qui apparaît, et qui est vraiment une idée tout à fait fondamentale, c'est que les fondements de la théorisation psychanalytique du fonctionnement psychique, c'est que le fonctionnement psychique est un fonctionnement associatif. Mais il est régulé. Il est régulé par des censures. Alors là aussi, quand vous suivez de manière assez précise les textes de Freud là-dessus, vous apercevez qu'il évoque en gros 3 censures. Une première censure, et qui est très 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 importante, c'est la censure logique. Si mes associations ne se présentent pas à moi avec une logique manifeste, c'est-à-dire une logique aristotélicienne, à ce moment-là, je peux les réprimer au nom du fait qu'elles ne sont pas logiques. Alors je vous signale, c'est absolument saisissant, quand vous relisez sur les études sur l'hystérie, il y a quelque chose qui hante toutes les patientes de Freud, c'est la peur de la folie. C'est quelque chose dont on parle très peu dans la clinique, mais la peur de la folie, c'est quand même, ça reste une des peurs fondamentales auxquelles les cliniciens sont confrontés. Nos patients, ils ont beaucoup de réticence à s'engager dans une associativité, larga manu, tout craint, parce qu'à ce moment-là, c'est le spectre de la folie qui est derrière. Et cette peur-là, on en parle très peu, et pourtant, moi je crois qu'elle est à peu près tout le temps présente dans une rencontre clinique. Alors, la peur de la folie, elle s'exerce sous la forme d'une censure logique. Et quand les gens font une association, je vois hier une de mes patientes, elle me fait rire, elle me dit, non mais je vais vous dire ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, elle me dit, vous savez, je ne suis pas folle, parce que je vais vous dire quelque chose qui n'a apparemment rien à voir avec... En fait, c'était bien évidemment lié. Mais comme la liaison était loin d'être évidente, elle protège en quelque sorte ma représentation de sa folie en me disant « je me rends parfaitement compte que mon association n'est pas logique. Ça n'a rien à voir. Je vous dis ça, mais ça n'a rien à voir. Ou je pense à autre chose. Vous voyez, les gens disent tout le temps un petit quelque chose qui dit « non, non, prends-moi pas pour un fou, je sais bien que je suis en train de changer. » En fait, bien évidemment, c'est comme ça que les associations se déguisent. Elles se déguisent dans une idée apparemment sans lien, voire une idée que Freud a appelée les idées incidentes. Alors, je me demande pourquoi je pense à ça. Alors, bon, il appelle ça les idées incidentes, Freud, et il dit attention, un clinicien doit être à l'écoute des idées incidentes. Bon. Voilà, donc première censure, la censure logique. Deuxième censure, la censure morale. Je vois un prêtre dans sa soutane, je suis en train d'imaginer le sexe masculin qui est dessous. C'est des pensées scabreuses, on n'a pas le droit de penser à des choses comme ça. Donc je refoule, je réprime du fait de cette censure morale, et oui mon père, votre sermon était très bien, c'est un sermon qui nous élève, vous voyez, on va voir plein de traces qui vont arriver, mais ça va quand même être tout le temps masqué, c'est la censure morale. Alors, il y a des tas de choses qui font qu'il y a des choses qui ne se disent pas, alors en particulier, je le prends parce qu'il va avoir à l'origine une importance tout à fait considérable, c'est tout le champ du sexuel. Tout le champ du sexuel qui tombe sous le coup de la censure morale. Et puis il y a une troisième censure, qui est une censure, je ne sais pas comment on pourrait dire, sociale, narcissique, quoi. Vous voyez votre psy qui s'est gouré et qui a mis une chaussette verte avec une chaussette bleue ce matin, vous le voyez, vous n'avez pas dit, oh non, vous avez, hein, ça se fait pas. Ouais, c'est le tact, hein, c'est ça le social. Je ne touche pas à ton enveloppe et je ne te dis rien qui pourrait venir réfracter ton enveloppe. Ferenczi va consacrer de très très belles pages à cette question en disant, au fond, le tact, c'est de ne pas faire à l'autre ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous fasse
dans les mêmes conditions. Il rajoute dans les mêmes conditions. Bon. Quand on a quelqu'un qui est en état de faiblesse, ça s'appelle abus de faiblesse, hein, dans notre cas. Quand on a quelqu'un en état de faiblesse, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne doit pas faire, particulièrement parce qu'il est dans cette situation de faiblesse. Donc, ce qu'on dit ou qu'on ne dit pas n'est pas simplement dépendant à une espèce de morale sociale, c'est dépendant aussi à un rapport empathique avec l'autre. Il n'a pas tous ses moyens, il est dans un état de détresse. Il y a un certain nombre de choses que je m'interdis de faire pour ça. Ou il y a un certain nombre de choses dont je ne voudrais pas que l'autre me les fasse, donc je m'interdis de lui faire. Donc, une première série de censures qui vont venir réguler. Donc on a une associativité qui partirait dans tous les sens, mais on régule notre associativité en essayant de faire en sorte que ça ait l'air suffisamment logique, que ça respecte les règles de la morale et que ça ne vienne pas blesser le rapport social que j'entretiens avec l'autre. Et alors, vous comprenez pourquoi Freud formule une règle. Parce que cette associativité régulée ainsi, c'est un frein à la liberté associative. Donc Freud dit, alors moi je dis aux gens, ici c'est une situation tout à fait particulière, vous pouvez dire tout ce qui vous vient à l'esprit, même si ça choque la logique, même si ça choque la morale, même si ça choque ce que j'appelle la censure sociale. Vous voyez, alors le problème historique, c'est qu'on a réduit la problématique de l'association libre à cette règle. Alors que la règle, c'est finalement qu'une conséquence d'une théorie d'un fonctionnement psychique associatif régulé par des censures. Et, bien évidemment, la règle, elle s'adresse à la conscience du sujet. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que les censures, ce sont les censures conscientes. Je ne vous ai pas dit ça parce que j'ai eu peur de vous vexer. Je ne vous ai pas dit ça parce que quand même, c'est pas normal qu'il y ait une sexualisation de notre lien. Je ne vous ai pas dit ça parce que je me suis dit que vous alliez me prendre pour une folle. Mais ça, c'est au niveau de la... Alors, la règle, elle est faite pour la conscience du sujet. Laissez-vous, donnez-vous l'autorisation de dire tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors ici, s'il suffisait de formuler la règle pour que ça marche, ça se saurait. Hein. Donc ça veut dire qu'après, il y a quoi? Ben, il y a tout un problème qui va concerner la conquête du droit de dire. Et il ne suffit pas qu'il y ait une règle qui ordonne de dire pour avoir le droit de dire. Et puis ensuite, il va y avoir toutes les inhibitions à l'associativité qui sont, elles, en lien avec la vie psychique inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a des... Alors cette fois, il y a des censures inconscientes. Freud tombe en arrêt en 1920 en disant « nom d'un chien ». Il y a des résistances qui s'opposent à la levée des résistances. Il y a des résistances inconscientes qui s'opposent à la levée des résistances conscientes. Il est en train de découvrir qu'il y a en quelque sorte des contraintes internes inconscientes qui vont empêcher quelque chose de l'associativité. C'est pour ça que c'est long notre travail. C'est parce que non seulement il faut lever les censures conscientes, mais une fois qu'on a commencé à lever les censures conscientes, on trouve là-bas, je pense à plus rien là. Hein? J'ai plus une seule idée. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand j'arrive ici, d'ailleurs, d'une certaine manière, j'ai fait un rêve cette nuit, alors complètement oublié. C'est pas que je vous le dis pas, c'est pas que je veux pas vous le dire. Je vous le dirai si j'y pensais, mais j'y pense plus. Je suis innocent, et bien sûr, parce que là, la censure, elle s'exerce de manière inconsciente. Elle empêche même que ça arrive à la conscience. Donc, au bout d'un moment, quand j'ai compris que tout ce que j'avais consciemment en tête, il fallait que je le dise, on gagne au niveau de la résistance à un degré de plus, et il y a quelque chose dans la vie psychique inconsciente. Et puis, non seulement Freud va découvrir donc qu'il y a des résistances inconscientes, mais il va découvrir qu'il y a des organisateurs de l'associativité qui sont des organisateurs inconscients. Alors, ceux que Freud a très clairement mis en évidence, c'est ce qu'on appelle les fantasmes originaires. C'est ce qu'on appelle les fantasmes originaires, et Freud, à partir des années 1913, 1914, 1915, 1916, qui sont les grandes années où il
développe cette idée des fantasmes originaires, il découvre, alors c'est dans la suite de ce qu'il a appelé, alors d'abord il a commencé à découvrir qu'il y avait un organisateur qui était ce qu'il appelait le complexe paternel, et qui en gros concernait l'ensemble des représentations qui relient un sujet à son père. C'est pas le complexe d'Édipe qui arrive en premier chez Freud, c'est le complexe paternel, 1909. Et puis alors donc il travaille le complexe paternel, il arrive à Totem et Tabou, et de ce père là d'où il vient, le père de l'ordre primitive, on a toute une construction qui se fait là-dessus. Et puis quand il arrive dans Totem et Tabou et la préhistoire, il dit mais alors il y a eu un temps où les enfants assistaient au coït entre les parents, c'est une primitive. Il y a eu un temps où les pères séduisaient les filles et les filles, fantasme de séduction. Et il y a eu un temps où les pères châtraient les garçons, fantasme de castration. On voit émerger. Et puis petit à petit, 1916 par exemple, dans les constructions, les leçons d'introduction à la psychanalyse, Freud dit, mais attendez, ce sont des organisateurs. Pourquoi? Par exemple, je suis dans ma chambre de petit enfant, il y a un bruit dans la pièce d'à côté, qui est la chambre de mes parents. Ce bruit, il est attracté par mon organisateur scène primitive. Et il devient un bruit, même si mes parents sont simplement en train de, je sais pas, de jouer aux cartes, eh bien, le bruit qu'ils font, en jouant aux dames, alors on va dire, le bruit qu'ils font est en quelque sorte, vient alimenter mon fantasme de la scène primitive, et là il va proposer une idée qui est tout à fait, une idée absolument extraordinaire de Freud, c'est que ces organisateurs inconscients, ils sont quasiment, ils nous viennent de notre préhistoire, et avec son côté darwiniste, l'ontogénèse doit récapituler la phylogénèse. Nous avons à actualiser nos fantasmes, nos préconceptions et nos organisateurs inconscients. Donc nous allons tendre à interpréter, mon père me dit « Ah, je vais te couper les oreilles en pointe », clac, c'est le fantasme de castration qui est là. Mon père je suis une fille, mon père a un regard, « Qu'est-ce que t'es belle ma chérie aujourd'hui », c'est la séduction qui est appelée, et nous allons tendre à interpréter les phénomènes de notre vie relationnelle à partir de ces organisateurs inconscients. Donc, ça régule l'associativité. Elle ne part pas dans tous les sens, cette associativité. Elle est, en quelque sorte, il y a des attracteurs inconscients, et c'est pour ça qu'on va écouter l'associativité, parce qu'on écoute, et ça a été la mode à une certaine époque, on écoutait l'associativité, parce qu'on pensait que l'associativité portait des traces des attracteurs inconscients. Donc comme ce qui intéressait, c'était les attracteurs inconscients, on écoutait l'associativité en direction des attracteurs inconscients. Ah, j'étais l'autre jour devant le bus, alors il y avait deux amoureux qui étaient en train de s'embrasser. Qu'est-ce que c'est pénible, pourquoi est-ce qu'ils font ça en public? Le type qui vous raconte ça, vous voyez, l'attracteur inconscient, c'est la scène primitive. Hein, bon. C'est-à-dire, alors c'est un peu plus complexe chez Freud, la scène primitive. Ça, c'est les dérivés scène primitive de la vulgate psy quotidienne. Pour Freud, c'est quand même un peu plus compliqué. La scène primitive, c'est l'enfant qui assiste à la scène de sa propre conception. Hein. C'est pas n'importe quelle relation sexuelle qui sont des... Bon, donc, vous voyez, ça organise l'histoire, et donc, la grande époque de la psychanalyse à l'écoute du fantasme, elle s'est fondée, en quelque sorte, sur cette théorie des organisateurs de l'associativité. Alors, vous voyez, c'est toujours là pareil, on écoute l'associativité, mais on écoute une associativité à la recherche de ces organisateurs inconscients qui sont les fantasmes originaires. Et on considère qu'une analyse est terminée lorsqu'on a parcouru, développé les différentes polarités des fantasmes originaires, identification féminine, identification masculine, donc bisexualité, identification et tolérance à la position du tiers, position et élaboration de la question de la séduction par le père et de la responsabilité de mes propres désirs, puisque la séduction par le père, j'y suis pour rien, c'est lui qui désire, c'est pas moi, je suis innocenté. Et puis les fantasmes de castration dans tous les sens, Chronos, je châtre, il me châtre, etc. Et on considérait, dans les années 60-70, c'était ça, quoi, une bonne analyse, c'est est-ce qu'on a bien parcouru tous les fantasmes originaires, hein? Est-ce qu'on les a bien nettoyés dans tous les sens? Alors après, bon, bien sûr, les choses évoluent, et il y a quand même quelques... Mais ça, c'est quand même, vous voyez, une prégnance. Alors on le retrouve encore chez un certain nombre de nos collègues psychanalystes, qui sont encore des
des psychanalystes fantasmoriginaires organisateurs. Je ne dis pas que ce n'est pas important, les organisateurs, je dis que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais quand on regarde comment on a pensé en quelque sorte ces régulations, on les a pensées comme ça. Et puis ensuite on s'est aperçu que d'accord, le complexe paternel, d'accord, c'était bien joli, mais qu'il y avait quand même des choses qui se passaient avant. Et à ce moment-là, il y a eu à la recherche d'autres organisateurs. Et quand vous regardez les travaux des années 70-75, j'ai évoqué rapidement l'autre jour, les signifiants formels, pictogrammes, signifiants de démarcation, contenant formel, proto-représentation, idéogramme, que tous ces termes qui viennent désigner en quelque sorte les toutes premières formes d'organisation de la symbolisation, ce sont des organisateurs de l'associativité. Et on va les retrouver, par exemple, aussi dans sous-jacent, alors peut-être à une certaine partie de la stylistique du langage, ou de l'énonciation. Quand un patient lui dit « Oh, et puis alors je lui dis « Pute !» Le « pute !» c'est la signification formelle. J'ai un patient qui me dit ah, j'ai fait un rêve, ça va mieux, vous savez, j'ai fait un rêve, deux parties se rejoignent. Commentaire, avant ça se rejoignait jamais. Deux parties se rejoignent, c'est la signification formelle. Donc, autrement dit, on a commencé à s'apercevoir depuis ces années-là, alors ça c'est extrêmement important, on en a fait nos choux gras à Lyon, hein, et on continue de les faire, parce que c'est la voie royale en direction de toutes les pathologies graves du narcissisme, où on a rarement la scène primitive qui nous arrive sur un plateau et des fantasmes de séduction bien organisés comme tels, et bien sûr en mode qui ne soit pas un mode persécutif. On a rarement ça dans nos cliniques. Par contre, avec l'autisme, avec la psychose, avec la criminalité, avec l'antisocialité, avec ça, ce qu'on voit émerger, ce sont des signifiants formels, qui sont des organisateurs des scénarios, par exemple, pour l'HDR l'autre jour de Magali Ravé, qui sont des scénarios qu'on va retrouver derrière les scénarios de criminalité. Et on pourrait faire le profiler des signifiants formels, c'est-à-dire voir comment, dans les scènes de crime, il y a toute une série d'éléments formels qui sont là et qui portent la trace de toute une série de particularités de l'histoire relationnelle précoce du sujet. Alors après, bien sûr, on a toute la question qui... là, petit commentaire, je fais une petite parallèle, une petite parenthèse. Entre nous, on a ensuite toute la question de comment passer des signifiants formels au fantasme originaire. Par quel travail de scénarisation on va passer de ces signifiants formels qui sont des signifiants sensorimoteurs à des signifiants scéniques de la scène primitive qui sont des scènes organisées. Ce qui veut dire que les pistes données par Anzieux ou par Pirault-Lanier, c'est quand même les deux théoriciens majeurs, hein, Pirault-Lanier et Anzieux. Mais bon, par exemple, l'élément souligné par Pirault-Lanier, prendre en soi, ça ne dit pas par quel orifice. Elle pense à la bouche. Mais dans la scène primitive, le prendre en soi, ça peut être par le vagin. Hein, mais c'est bien un prendre en soi. Donc on peut imaginer comment toutes on l'avait fait à un moment donné avec la thèse de Jadis Chan. Donc elle travaillait sur les idéogrammes chinois et sur l'intérêt d'utiliser les idéogrammes chinois avec des patients psychotiques. Et donc l'idée a été de penser que la gestuelle de la peinture des idéogrammes chinois, que cette gestuelle-là contenait des signifiants formels, et qu'on obtenait les idéogrammes chinois avec des combinatoires de signifiants formels. C'est une thèse qui a été maintenant qui est en bonne place aux langues orientales et qui a été, les sinologues ont été absolument émerveillés par toutes ces hypothèses-là.
concernant le lien entre la gestion. Mais peut-être que quand vous voyez un enfant qui dessine, donc qui fait ce travail de scénarisation progressive, le dessin, c'est des signifiants formels que vous combinez entre eux. Ce sont des combinatoires de signifiants formels. On reprendra cette question tout à l'heure. Ça va? Vous me suivez? Donc vous avez vu mon parcours. Fonctionnement psychique associatif, oui, mais régulé par des censures. On l'élève avec une hypothèse, avec une règle, mais les régulations ne sont pas des régulations conscientes, il y a des régulations inconscientes. On part en quête des régulateurs inconscients, on a les fantasmes originaires. Oui, mais les fantasmes originaires, c'est qu'une partie des régulateurs inconscients, donc on va aller au-delà. Et on va aller dans les côtés des signifiants formels qui vont nous amener à quoi? Qui vont nous amener à la scénarisation des rencontres primitives du sujet avec son environnement humain. D'accord? C'est bon? C'est logique? Fin du premier chapitre. On fait une pause et on commence le deuxième chapitre. C'est-à-dire qu'on va voir pourquoi l'associativité, c'est le coup de génie de Freud. Ça, c'est après la pause. En fait, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de fantasme dans l'archaïque. De fantasme, non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une élucubration Mélanie Klein, ça. On a des preuves, si vous voulez. Lisez Martin Dorn, Psychanalyse et psychologie du premier âge. C'est d'une clarté. Notre appareil psychique ne peut pas fabriquer des fantasmes avant 2 ans. Non, par contre, il y a des processus, mais ce ne sont pas des fantasmes. Non, alors après, bien sûr, quand un adulte écoute les processus, il les met en fantasme. Mais c'est une opération de projection de l'adultomorphisme sur le fonctionnement de l'enfant que de penser qu'il a des fantasmes. Et là, il y a des preuves expérimentales qui sont tellement nombreuses que... Pouvez-vous nous donner la référence, s'il vous plaît? Martin Dorn, ça s'appelle Psychanalyse et psychologie du premier âge. C'est publié avec une préface de Laplanche au PUF. 2002. Vous voulez le mois et la semaine ou... Dorn, ça s'écrit. D-O-R-N-E-S, c'est un Allemand. Martin Dorn. D-O-R-N-E-S. Dorn. Mais si vous voulez, là, voilà, moi j'ai beaucoup de références de ce que j'ai écrit aussi sur ces questions-là. Je vous en dis un mot parce que c'est quand même relativement intéressant. Il y a une méthode pour essayer de savoir. Bon, on est dans un problème énorme en psychanalyse, c'est qu'a priori tout se vaut. Or, c'est pas vrai. Donc, il suffit qu'on ait un théoricien qui a fait un peu l'école, qui a proposé un certain nombre d'hypothèses. À ce moment-là, ça se vaut. Alors, si on veut mettre un peu d'ordre, et nous, on est bien obligé en tant qu'universitaire et dans l'idée d'une recherche de mettre un peu d'ordre. Il y a peut-être des énoncés qui sont faux. Par exemple, l'énoncé de Margaret Mahler, 1975, processus de séparation, d'individuation à partir d'une symbiose, ça, c'est faux. Il n'y a pas de symbiose première. Mélanie Klein, mise à l'interrogation. Alors, c'est plus complexe avec des gens comme Bion, mais Klein, elle a un certain... Alors, vous voyez, quand on dit c'est faux, non, c'est idiot. Elle a inventé des tas de choses extraordinaires, Mélanie Klein. Mais la manière dont elle les a théorisées, elle n'a pas de théorie de la représentation. Elle n'a pas de théorie du processus, Mélanie Klein. Il n'y a pas de théorie du processus. Il n'y a pas de théorie de la peau chez Mélanie Klein. Alors, elle est sans arrêt en train de dire projection, introjection, mais on ne sait pas comment est fait de la barrière. Il a fallu qu'Esterbeek arrive pour dire il y a un problème de la peau. Mais elle arrive beaucoup plus tard, Esterbeek. Voilà, donc, une manière de faire un peu la police dans ces ensembles d'énoncés, c'est de voir si les énoncés des psychanalystes
sont compatibles avec tout ce qu'on sait par ailleurs. Et il y a des énoncés qui ne sont pas compatibles. Donc l'idée d'une symbiose première, c'est pas compatible. De Séti, qui a fait ses études à Lyon 2 d'ailleurs, hein, qui maintenant est à Seattle, qui est un des pontes actuellement de toute la théorisation de l'empathie, De Séti met très clairement en évidence des conduites d'imitation du bébé à 3 heures de naissance. Pas d'objet, on n'imite pas un pas d'objet. Si on imite, c'est qu'à minimum, il y a une perception d'objet. 3 heures, autrement dit d'emblée. Après, il y a des problèmes épistémologiques complexes, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'un bébé est capable d'imiter à 3 heures qu'il est tout le temps capable d'imiter. C'est-à-dire, après, on a quelque chose qui va déconstruire, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, qui va déconstruire l'idée tout à fait superficielle qu'un bébé, ça existe. Non pas simplement parce que, comme dit Winnicott, il y a toujours un environnement, mais parce qu'un bébé, c'est pas une unité. Et tous ceux qui travaillent de peu près avec les bébés savent que d'une minute à l'autre, les bébés peuvent changer complètement d'humeur, peuvent changer complètement d'état intérieur. Ils sont hurlants, ils hurlent dans leur berceau, là, vous avez l'impression que c'est la catastrophe. Vous les prenez dans les bras, ils font un gros sourire. C'est instantané. C'est plus du tout vrai avec un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Parce que là, il y a une rémanence de l'état intérieur, il faut aller reconstruire. Donc, autrement dit, il y a cette hypothèse qui a été faite par Myriam David, que le bébé, c'est une nébuleuse subjective. Alors, c'est une hypothèse qu'on avait déjà entrevue avec des travaux de Bleyer, qui parlait des noyaux agglutinés en disant, au fond, la première forme de l'identité, c'est vraisemblablement que ce n'est pas intégré, mais qu'il y a des coexistences. Ce qui est une question tout à fait essentielle pour la clinique, c'est qu'à partir du moment... Si le bébé, on se donne comme une unité, on n'a pas besoin de la question de la synthèse, puisque la synthèse, on se l'est donnée au départ. À partir du moment où on ne se donne pas un bébé comme une unité, donc on ne se donne pas la question de la synthèse, et la seule question qu'on va découvrir, c'est celle du morcellement. C'est-à-dire l'unité est donnée, et donc on éclate. Mais à partir du moment où on a cette problématique d'une nébuleuse subjective, on a une question nouvelle qui apparaît, c'est y a-t-il des expériences qui permettent à l'enfant de faire la synthèse, d'intégrer, et on a une nouvelle problématique qui apparaît, c'est la problématique de l'intégration. Pas simplement de la désintégration, mais aussi de l'intégration. Et j'aime autant vous dire que ça a des incidences sur le travail psychologique qui sont considérables. Quand on regarde de près, Freud perçoit très bien ça dans les 4-5 dernières années de sa vie. Et il commence à reformuler tout ce qu'il a dit sur la pulsion de mort, sur la déliaison, sur la destructivité. Il commence à le reformuler dans les termes de la synthèse et de l'intégration. Mais ça sera pour après la pause, au milieu de semaine.